Bonsoir à tous pour cette 12e session sur la question de la Bible, la science et les origines. Et on est en train de traiter en ce moment de la question de l'origine de l'homme. Ça fait 2 fois que je me fais avoir, j'oublie d'installer mon appareil pour utiliser l'ordinateur. Mais donc, c'est une question bien importante concernant notre identité personnelle. D'où est-ce qu'on vient? Est-ce qu'on est spécial? Est-ce qu'on a été créé à l'image de Dieu? Ou est-ce que nous sommes tout simplement des animaux évolués? Puis la perspective, on a déjà regardé un petit peu les perspectives. Il y a 2 perspectives, celle de la création spéciale de Dieu ou celle de l'évolution dans l'origine de l'être humain. Et c'est totalement contraire la perspective qu'on a d'après notre modèle des créations, des origines de l'homme. On a vu l'importance du sujet, l'histoire des hommes des cavernes, différents modèles. On va revenir là-dessus. Puis ensuite, on a regardé 2 exemples supplémentaires pertinents. Le Néandertal, puis ensuite Lucie et l'Australopithèque. Ça, c'est des mots techniques. Les scientifiques aiment ça, prendre des mots compliqués, puis nécessairement, ils se basent toujours sur le latin pour donner les termes aux différents phénomènes. Et donc, l'Australopithèque, c'est tout simplement l'espèce dans laquelle Lucie se trouve. On va voir c'est qui ça, Lucie, un petit peu plus tard. Mais donc, si on se souvient un peu des faits concernant l'homme des cavernes, on a vu que l'homme de Java, c'était 2 créatures qui ont été forcées ensemble pour donner l'image d'un homme qui était un chaînon manquant dans l'histoire de l'être humain. Ensuite, l'homme de Piltdown, c'est une fraude complètement. On avait limé les dents d'une mâchoire d'orang-outan pour faire à croire que cette mâchoire-là allait avec l'homme ou avec un chaînon manquant de l'homme. L'homme de Nebraska, c'était une seule dent, puis finalement, c'était une dent de cochon. Ça n'avait rien à faire avec l'homme, mais les artistes sont partis avec ça, puis ont dit, cette dent-là, ses proportions, la mâchoire, le haut de la tête, voici cet homme-là, qu'est-ce qu'il avait de l'air, l'homme de Nebraska. Puis ensuite, on a vu le Ramapithèque, cette petite créature-là, qui n'était pas du tout un être humain ou un descendant de l'être humain. Ensuite, on s'est tourné vers 2 cas particuliers. Le Néandertal, qu'on a déjà traité, je vais juste réviser ça rapidement, puis ensuite Lucie ce soir qu'on va voir. Mais finalement, le Néandertal, dans tous les détails de sa morphologie, de la manière qu'il était d'après les fossiles, c'était un être humain particulier. C'est un être humain qui avait développé des caractéristiques assez prononcées. Probablement que si on l'aurait rencontré sur la rue, dans une ville comme Montréal, le soir, ça nous aurait très impressionné de le rencontrer, comme certaines personnes encore aujourd'hui qu'on pourrait rencontrer qui auraient des caractéristiques impressionnantes. Mais finalement, ce n'était qu'un humain. Les Néandertals étaient des humains. Ils enterraient leurs morts, ils utilisaient des outils, ils avaient une structure sociale complexe, ils employaient le langage, ils jouaient des instruments musicaux, d'après ce qu'on a pu trouver dans leur cimetière avec leurs fossiles. Donc, de les présenter comme des chaînons manquants, ce n'était pas légitime. C'était frauduleux de le faire. Et même les gens du monde aujourd'hui reconnaissent ça, malgré la grande abondance de preuves que les Néandertals furent simplement une race d'humains trapus. Les artistes, dans leur imagination, et avec l'encouragement de quelques évolutionnistes, les ont conséquemment présentés comme des hommes singes tout courbés. Et ce n'était pas légitime de le faire du tout. On a dit qu'il a vécu pendant très longtemps, entre 100 000 ans jusqu'à aussi récemment que 25 000 ans dans le passé. Mais tous les anthropologues, ceux qui étudient l'histoire de l'homme et les ancêtres de l'homme, croient maintenant qu'il n'était qu'un homme comme vous et moi. Maintenant, le 2e cas, à la page 6. Le 2e cas, c'est Lucie et d'autres fossiles qui ont les caractéristiques similaires à Lucie, puis on les a appelés les Australopithèques. Maintenant, Lucie, lorsqu'ils l'ont découvert, puis lorsqu'ils ont commencé à analyser un petit peu le squelette, ils sont devenus tout excités parce qu'ils venaient de découvrir un chaînon manquant très, très ancien qui avait et les caractéristiques d'un humain et les caractéristiques d'un
d'un singe ou d'un gorille ou d'une créature similaire qui serait dans nos ancêtres. Donc, on dit vraiment, on a une preuve d'un chaînon manquant extraordinaire. Lucie fut découverte en 1974. Donc, ça ne fait pas très, très longtemps de cela. Environ 40% du fossile était présent, ce qui est extraordinaire. Vous savez, oui, on a trouvé des cimetières avec, par exemple, des dinosaures. Puis on a pu trouver tous les ossements pour être capable de bâtir la maquette d'un dinosaure ancien, puis là, de pouvoir le mettre dans les musées. Puis en fait, on a trouvé des cimetières avec des milliers de dinosaures qui étaient presque complets. Donc ça a été très facile de pouvoir tout rebâtir les squelettes, puis pouvoir les placer dans les musées, puis dans les universités, puis ainsi de suite. Mais pour la question de l'histoire de l'homme, c'est un petit peu plus compliqué. Parce qu'on n'a pas trouvé des cimetières comme ça, avec des centaines et des milliers de fossiles des ancêtres de l'homme. On a trouvé juste des fragments. Des fois, c'est une mâchoire. Des fois, c'est une partie du crâne, comme on l'a vu. Des fois, c'est une dent. Puis on a dû partir avec ça pour faire toutes sortes de théories. Mais pour elle, Lucie, ce qui était fabuleux, on va la voir tout à l'heure, on va voir les ossements qu'on a trouvés, c'est que près de 40% du fossile était présent. Donc, on pouvait regarder le bassin, puis voir à peu près les caractéristiques du bassin. Ça, c'est très important, parce que ça nous dit si elle est en train de devenir un être humain ou si elle est encore courbée comme un singe. On pouvait voir ses épaules, on pouvait voir ses genoux, on pouvait voir les jointures pour voir même les tibias, pour voir les angles des tibias, puis commencer à avoir un schéma d'un chaînon manquant important dans l'histoire de l'homme. Puis on a estimé tout de suite qu'elle avait à peu près, elle était vieille d'à peu près 2,9 millions d'années. Ça, c'est très vieux pour les ancêtres des hommes. C'est rare qu'on trouve quelque chose d'aussi vieux que cela. Et on va voir pourquoi on a estimé qu'elle avait à peu près 2,9 millions d'années. Puis, dernièrement, on a supposé qu'elle était bipède. Maintenant, est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce que ça veut dire quadrupède? Oui, un animal comme un cheval ou un chien qui marche sur 4 pattes. Puis qu'est-ce que ça voudrait dire bipède? Deux jambes. Donc, comme les êtres humains, nous sommes des bipèdes. Donc là, on l'a vu, on a vu ses caractéristiques, on a vu qu'elle était extrêmement vieille. Puis là, on a dit, elle commençait déjà à cette époque-là à marcher debout, donc elle était vraiment un ancêtre des êtres humains. Maintenant, il y a tout de suite un problème avec cela. On voit ici qu'est-ce qu'on a fait avec elle, avec ses ossements. On a commencé à regarder ses ossements, puis on a commencé à faire une image, malgré qu'on avait juste des fragments. Mais remarquez ses pieds. Ça, c'est très important. On lui a mis des pieds humains. Le pied, comme on va voir un petit peu plus loin, d'un singe, d'un orang-outan, d'un gorille, tout ça, n'est pas du tout droit comme le pied d'un humain. Et là, on avait juste quelques fragments de ses orteils, puis on a décidé de lui faire un pied droit comme ça. Mais c'est juste l'imagination de l'homme. Mais le message est bien clair. C'était quelqu'un, c'était une créature qui est en train d'évoluer comme un être humain. On va voir si c'était légitime de le faire. De toute façon, on ne peut pas se fier au calcul qui va 2,9 millions. Non, du tout. Ben, c'est ce qu'on va voir quand si on se rend là, regarder les méthodes de datation, et ensuite, non, ça ne tient pas du tout debout. Mais dans les exemples qu'on avait déjà donnés, des soi-disant chaînons manquants de l'être humain, on voit que les australopithèques étaient extrêmement âgés comparé aux spécimens qu'on avait. Puis on l'a dit, le Néandertal, on en avait des centaines de spécimens qui ont été découverts. Mais là, on parle d'une créature qui a existé, qu'on disait qu'elle avait existé il y a 130 000 ans, comparé à une créature qui était extrêmement loin dans nos ancêtres, si on pourrait dire cela comme ça. Maintenant, il y a un gros problème avec ça. C'est que dans des couches similaires à cet âge-là, on a découvert un fossile moderne, un fossile similaire à nous aujourd'hui. On a appelé ça, en 1972, on l'a découvert, on l'a appelé le KNMER 1470.
Ça, c'est tout simplement, là, chaque section, ça a rapport avec la place où le fossile est emmagasiné, où il a été, si on pourrait dire, serré dans l'entrepôt de l'université ou d'un musée quelconque. Donc, c'est le numéro de code pour retrouver le fossile. Donc, le KNNER 1470. La couche volcanique juste au-dessus de ce fossile, on a estimé qu'elle avait à peu près la même âge que la couche volcanique qui était au-dessus de Lucie, c'est-à-dire 2,6 millions d'années. Et le fossile lui-même, on a estimé qu'il avait environ 2,9 millions d'années. Mais quand ils sont arrivés à cette conclusion-là, puis ont commencé à mettre les morceaux du fossile dans le plâtre pour faire un peu l'image de la tête, et ainsi de suite, on s'est tout de suite aperçu que c'était un fossile d'un homme moderne. Depuis cette époque, on a trouvé des hommes modernes jusqu'à 4,6 millions d'années. C'est-à-dire les couches que les scientifiques estiment être vieux de 4,6 millions d'années. Bien avant Lucie, qui est supposé d'être l'ancêtre lointain de l'être humain, qui est en train là, de se redresser, puis qui est en train de prendre les caractéristiques de l'homme. Puis là, tout à coup, on trouve un squelette d'un homme avec les caractéristiques standards d'un être humain. Juste en passant, concernant les méthodes de datation, on a décidé de tester la couche avec ce genre de poussière-là volcanique avec une autre méthode. Cette méthode-là a démontré que cette couche-là était vieille de 212 millions d'années. Donc, il y aurait eu un ancêtre même plus vieux que 212 millions d'années. Ce que ça nous démontre, quand on prend les mêmes spécimens, les mêmes couches, puis qu'on prend différentes méthodes de datation pour les évaluer, on arrive à des dates discordantes, totalement discordantes. C'est une des raisons pour lesquelles ce sont des méthodes qui ne sont pas fiables. Si elles étaient vraiment fiables, si elles étaient vraiment basées sur l'analyse scientifique, elles devraient nous donner des dates qui sont similaires. Parce qu'on connaît le taux de dégradation, de décomposition des isotopes qui nous donnerait ces dates-là, mais effectivement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. À un moment donné, un scientifique a pris des fleurs sur le bord d'un aéroport pas loin de chez lui. Puis il a fait des tests de datation au carbone 14, des fleurs vivantes. Puis là, ça aurait dû dire, bien, la fleur, elle a juste quelques semaines, bien sûr. Puis ça donnait 2000 ans, la fleur. Ça ne fonctionne pas. Il y a de la documentation amplement qui ne sont pas publiées, mais dans les revues scientifiques, de la radiométrie, ils vont avouer, bon, on a des gros problèmes avec l'argon, avec le potassium 40 qui donne de l'argon, ou le rubidium 87 qui donne le strontium 87, ou l'uranium thorium qui nous donne le plomb. Et dit toutes ces méthodes-là, lorsqu'on les compare, on fait des tests, puis on est honnête, sans changer les chiffres, sans ajuster les machines pour que ça nous donne exactement les dates qu'on a à l'esprit. Parce que ces couches-là, les aires géologiques, on a donné des dates à l'évolution avant même qu'on ait découvert, je devrais dire, la radiométrie. Avant même qu'on sache là, que ces éléments-là, il y avait des éléments instables qui changeaient pour devenir d'autres éléments, puis on pouvait savoir combien ça prend de temps pour devenir un autre élément, puis ainsi de suite. Avant même qu'on puisse découvrir ces choses-là, on a fait un scénario. Voici les couches, ça représente telle année, telle année. Là, on a donné des beaux noms scientifiques, puis là, on a dit, voici, c'est l'histoire de l'évolution de la planète Terre. Ah, là, les géologues étaient tous fiers de ça. Fait que là, quand ils font leur test, ils disent, mais là, cette couche-là, on doit y donner telle date à peu près, parce que c'est ce qu'on a déjà établi comme date, dans notre imagination, pour donner quelque chose de solide aux gens qui veulent croire à l'évolution. Là, on est tout obligé de manigancer les choses. Donc, on a découvert un fossile humain dans la même période d'âge que ça. Le squelette de Lucie, son fossile, a été découvert dans cette même séquence d'âge-là, puis on estime environ à 2,9 millions d'années. Maintenant, c'est un gros problème, parce que ça ne peut pas être un ancêtre de l'être humain.
il y avait déjà des êtres avec des caractéristiques de l'homme moderne à cette époque-là. C'est-à-dire que leurs fossiles, qui représentent leurs ossements, étaient exactement comme nous. Puis même, il y en a encore plus vieux que ça. Vous savez, c'est ça le problème avec, par exemple, les chevaux. Hein, on fait toute la séquence des chevaux, puis les chevaux, puisqu'on a trouvé en détail les fossiles des chevaux, on dit, bien, ils ont commencé comme des petites créatures avec ces caractéristiques-là, là, ils ont grandi, puis ils ont évolué, puis ils sont devenus plus gros, puis là, tant de côtes, puis tant d'ossements, puis là, leurs talons étaient faits de telle et telle manière, puis là, ils font toute la séquence, puis on trouve des chevaux modernes plus bas dans les couches que les ancêtres. Puis ça, dans toutes les catégories, c'est toujours la même chose. Là, il y a des théories pour essayer d'expliquer ça, mais là, encore une fois, il faut forcer les données scientifiques au lieu de prendre les données scientifiques pour arriver à des conclusions. Et donc, Lucie a un gros problème à ce niveau-là. Oui? Mais de toute façon, ils disent que Lucie, c'est celle qui est plus rapprochée à l'humain. Non, c'est une des plus loin. Qui est beaucoup ok. plus proche. Ok, je pensais que c'était le contraire parce qu'elle marchait à 2 pieds, puis les autres étaient courbés. Oui, mais Donc, donc je sais. plus tard que Lucie, mais là, elle avait eu la caractéristique. Non, les hommes des cavernes, par exemple, qu'on a regardé, l'homme de Cro-Magnon, les gens, les personnages comme ça, non, avaient des caractéristiques, ce qu'on pouvait estimer, déjà bipèdes depuis longtemps. ok. Comme le Néandertal, là, il n'y avait pas les hanches, puis il n'y avait pas le fémur, puis il n'y avait pas les caractéristiques là, d'un gorille. Non, non, leurs ossements étaient très similaires aux nôtres, à part le Ramapithèque, qui était une petite créature qui, elle, avait des caractéristiques des singes, puis ensuite, finalement, on a découvert que c'était un singe, une sorte de gibbon qui existe encore dans certains pays, puis ainsi de suite. Mais Lucie, elle, dans ses caractéristiques, elle était tout petite, d'à peu près 3 pieds. Puis dans ses caractéristiques, elle ressemblait beaucoup au singe, mais elle était vieille de 2,9 millions d'années. Puis là, elle était en train de se mettre droite pour évoluer vers l'homme. Mais à la même époque, on a trouvé un squelette de l'être humain. Quelle a été la réaction pour régler le problème? Oui, dans la page au numéro 3, le problème avec l'ange de Lucie, qui est considéré un de nos ancêtres les plus extraordinaires, c'est que Lucie était similaire au singe dans beaucoup de ses caractéristiques, mais à la même époque, on a trouvé un homme moderne, puis même 4,6 millions d'années, dans une couche qui était estimée à 4,6 millions d'années, on a trouvé un fossile d'un homme qui avait exactement les caractéristiques d'un homme moderne. Mais ça, c'est pas publié là, dans la revue Science, là, puis dans le National Geographic, puis ainsi de suite. On garde ces secrets-là, comme les paléontologues nous le disent, on garde ça comme des secrets là, sacrés de la paléontologie. Il ne faut pas révéler ça aux gens, ils n'ont pas besoin de savoir ça. Mais non, c'est très important de le savoir, de considérer, est-ce que vraiment la science nous dit qu'il y a ces chaînons manquants, puis que c'est quelque chose qui est prouvé d'après la science. Donc, on voit qu'ils ont dû trouver une solution, puis finalement, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de regarder la couche au-dessus du fossile de l'être humain, l'homme moderne, et dire, on va changer ça, c'est pas 2,6 millions d'années. Donc, on va être obligé de totalement là, refaire des nouveaux tests, puis enlever ces informations-là, parce que ça se peut pas qu'ailleurs dans le monde, il y ait un être humain à la même âge que nos ancêtres, qui étaient encore juste des toutes petites créatures là, qui étaient en train de se redresser, de devenir des bipèdes. Mais c'est pas étonnant, parce que quand on étudie la science, puis la manière que l'homme trafique les informations, les scientifiques ne se gênent pas du tout de changer les faits pour accommoder leurs croyances. Ils vont changer les résultats. On peut choisir à peu près n'importe quel âge en sélectionnant une expérience particulière ou une autre sorte de mesure de l'âge. La personne va arriver là, avec un fossile, il va arriver dans un laboratoire d'une université spécialisée dans la datation. Là, il va dire, écoute, il faut absolument que tu me donnes de l'âge, de tel âge à tel âge.
Il faut absolument que ça tombe dans cela, parce que sinon ça va venir contredire notre théorie. Ça, c'est pas bon. Puis si ça tombe dans ces enjeux-là, je vais pouvoir le publier, puis là, ben, je vais devenir célèbre. Puis les gens, là, je vais être une personne importante dans le monde scientifique. Ben, je vais avoir de l'argent pour aller faire d'autres fouilles, puis d'autres découvertes. Puis là, ils prennent leurs instruments, puis là, ils calibrent les tests pour que la réponse qui est donnée soit entre tel âge et tel âge, et pas à l'extérieur de cela. C'est à ce point-là qu'ils peuvent manigancer les choses. Ce qui se produit normalement, et lui c'est un paléontologue, il le sait très bien, dans la découverte d'un fossile, est que le fossile est découvert premièrement. On va le voir dans une couche, on va le sortir de là, on va le nettoyer. Ensuite, des tentatives sont faites pour donner une date à la strate, la couche rocheuse dans laquelle il fut découvert. Dans ces circonstances, un paléontologue possède un degré de contrôle sur les résultats. Il est libre de rejeter les dates qui ne s'accordent pas avec le scénario évolutif des fossiles. C'est pas le géologue qui date. Non, les paléontologues, ils travaillent avec les fossiles. Les géologues, ils travaillent avec la terre. Ils travaillent avec la roche et les couches. Mais pour donner une date à la strate rocheuse, c'est les géologues, c'est pas le paléontologue. Oui, mais les paléontologues, oui, parce que quand on fait faire des tests sur soit des fossiles ou soit des roches, parce qu'on peut dater les deux, mais à ce moment-là, il faut aller dans un laboratoire, puis ça, c'est quelque chose qui est très dispendieux. Lorsqu'un groupe chrétien de paléontologues qui ont voulu examiner voyons comment est-ce qu'on appelle ça encore, le Grand Canyon aux États-Unis, pour tester les différentes couches avec les différentes méthodes, puis tester les fossiles comparés aux roches qu'ils trouvaient, puis aux minerais, pour voir si ça donnait toutes des dates qui étaient similaires. Ils ont fait plein de tests. Ça a coûté des centaines de milliers de dollars. Ils ont accumulé des dons d'organismes chrétiens pendant des années de temps avant de pouvoir faire cela. Puis là, ils ont publié un gros livre de recherche pour tout donner des statistiques pour démontrer que ces méthodes-là, ça ne vaut pas grand-chose. Ça ne donne pas les bonnes dates. Mais ça, on ne le dit pas parce qu'il faut qu'il y ait quelque chose de solide qui soit présenté à la société pour montrer qu'on est objectif. Puis l'évolution, c'est un fait. C'est-à-dire, il est libre de rejeter les dates qui ne s'accordent pas avec le scénario évolutif des fossiles. Donc, les différents groupes ont dit, ce fossile-là qu'on a trouvé en 1972, là, un gros X dessus. Il y a quelque chose qui ne marche pas. On va faire d'autres dates, puis là, on va mettre exactement les bonnes normes pour que ça nous donne un fossile vieux de 200 000 ans au lieu de 2,9 millions d'années, pour que ça reste dans les séquences. Il dit, cet auteur-là, ce fut l'évolution qui gagna. En donnant un exemple. Un exemple, encore une fois, où on a calibré les machines pour donner exactement les dates qui allaient avec le bon scénario de l'évolution. Dans le jeu de la datation, l'évolution gagne toujours. À moins que tu sois riche, puis que tu sois capable de convaincre un laboratoire d'être objectif, puis de faire des tests comme ils étaient 40, je crois, scientifiques qui ont fait des tests sur le Grand Canyon pour démontrer la validité ou réfuter la validité de ces méthodes de datation-là. C'est ce qu'ils ont fait. Donc, ce qu'on voit finalement, c'est qu'elle ne peut pas être un ancêtre de l'être humain. C'est impossible. Mais pourtant, elle est présentée partout. L'exactitude de la datation. Si les évolutionnistes ne font pas confiance aux dates venant du potassium à argon, ça c'était la méthode qui avait été utilisée pour donner 2,6 millions d'années. Pourquoi accepterions-nous les autres méthodes? Pourquoi est-ce qu'on se plierait à leur façon d'agir, à leur manigance pour prouver l'évolution? Effectivement, on n'a pas à suivre ça. Maintenant, une deuxième question importante. On a 40% du fossile de Lucie. On est capable de voir ces différentes jointures, on est capable de voir différentes parties du corps. Est-ce que Lucie était vraiment en train de commencer ou est-ce qu'elle était même capable de marcher, cette petite créature-là de 3 pieds, capable vraiment de marcher comme un être humain?
malgré que beaucoup de ses caractéristiques étaient des caractéristiques de singe. Est-ce qu'elle était vraiment dans le chaînon manquant? Elle s'emmenait vers l'être humain. La réponse, c'est non. Peu importe l'état des joints et des genoux de Lucie, de nouvelles preuves démontrent que Lucie possédait la morphologie d'un marcheur sur les jointures de main. Vous dites, hey, c'est une drôle d'expression. En anglais, on appelle ça un knuckle walker, comme un gorille. Les knuckles, c'est les poings. Les gorilles, lorsqu'ils marchent, ils s'en vont et ils marchent sur leurs poings. Sur les jointures. Hein. Sur les jointures des mains. Puis les singes, puis les chimpanzés, puis toutes sortes de créatures de cette famille-là sont des knuckle walkers. Donc, il y avait certaines caractéristiques dans ce qu'on pouvait voir qui disaient, mais non, elle ne se tenait pas debout. Pourtant, ce n'est pas du tout ce qu'on nous présente comme résultat. Je me suis arrêté à mon bureau, dit cet homme-là, un spécialiste. J'ai sorti les détails concernant Lucie et voilà. Elle avait la morphologie, les formes de ses ossements nous disaient qu'elle aussi, elle était une telle créature. Et dans le contexte de ce que cet homme-là est en train d'expliquer, c'est qu'elle était une marcheur sur les jointures de main. Pourquoi cette confusion-là? Même ces deux experts disent, deux experts en anthropologie, les preuves anatomiques indiquent que A. afarensis, c'est le nom technique pour Lucie, était un bipède. Certains anthropologues sont convaincus par les preuves anatomiques, encore une fois, la manière qu'elle était faite, que A. afarensis n'était pas un bipède moderne. Donc, d'un côté, ils disent oui, de l'autre côté, ils disent non. Pourquoi toute la confusion et surtout pourquoi le silence des manuels scolaires? Il y avait certaines choses qu'on voyait chez elle, on disait, c'est certain qu'elle donne l'impression d'être en train de se redresser. Puis d'autres choses qui disaient, c'est évident qu'elle n'est pas en train de se redresser. Même avec 40%, c'était difficile de trancher. Mais il y avait assez de preuves, puis ensuite on a découvert d'autres spécimens comme elle. Puis là, c'est venu confirmer, ce n'était pas des bipèdes. C'était des petites créatures de 3 pieds qui marchaient encore comme des chimpanzés. Puis en fait, les autres qu'on a découverts, avec la longueur de leurs mains, leurs pattes, puis la longueur de leurs pieds, puis ainsi de suite, c'était des animaux qui vivaient dans les arbres. Donc, ils marchaient comme des chimpanzés, puis le restant du temps, ils vivaient dans les arbres. Pourtant, on nous la présente bien différemment. C'est tous des experts, c'est tous des gens, ce ne sont pas des chrétiens nécessairement. Il dit, il y a tellement de caractéristiques uniques nécessaires à la motion des bipèdes qu'il est impossible pour un quadrupède d'évoluer graduellement dans un bipède. Il dit de penser que des chimpanzés avec des millions d'années peuvent devenir des êtres humains. Il dit, il y a trop de choses qu'il faudrait qu'ils changent. Il dit, à mon avis, c'est impossible que ça se produise. Et pourtant, n'importe où dans les livres de biologie, on voit les petites créatures qui commencent à se redresser, qui commencent à être similaires à un homme, puis jusqu'à l'être humain. Puis les spécialistes, dans leurs écrits, vont dire, voyons, ça c'est vraiment, ils détourneront l'oreille de la vérité, se tourneront vers des fables. Il y a trop de choses qui sont nécessaires. Ça prend un équilibre raffiné pour marcher droit comme un bipède. Et vous savez, ce qui est le plus important, c'est ce qui se passe dans nos oreilles. C'est ça qui développe le plus notre équilibre. Le petit liquide des oreilles. Puis quand ils font avec les CAT scans, les appareils, puis ils regardent ces fossiles-là, ces petites créatures-là n'avaient pas du tout ce qui était nécessaire pour pouvoir marcher droit comme ça. Il faut que ça soit développé au niveau des oreilles et de d'autres choses. Ça prend un visage plat, c'est très important pour l'équilibre. Le crâne doit être vertical, le dos doit devenir droit, les jointures des hanches pleinement flexibles. Au lieu de juste bouger comme ça, il faut qu'elles soient vraiment capables de bouger. Donc, c'est des jointures particulières. Puis en passant, la plupart de ces choses-là, maintenant, on le sait, dans les australopithèques, ils ne les ont pas, ces caractéristiques-là. On regarde la forme des fossiles, on regarde des ossements, ils n'ont pas ces caractéristiques-là. Les ossements des fémurs avec un angle particulier. Les jointures des genoux pleinement flexibles.
De longues jambes, c'est nécessaire. Des pieds arqués. De forts gros orteils. C'est drôle à dire, hein, mais ça nous prend un gros orteil droit en avant de nous pour nous aider à être équilibrés et à marcher. Les gorilles, les autres, là, ils n'ont pas de gros orteils en avant. Ils ont un orteil sur le côté. Puis ça ne peut pas fonctionner comme ça. Donc, vraiment, on ne peut pas penser qu'elle était une bipède. Les australopithèques connus depuis les dernières décennies sont maintenant irrévocablement enlevés de la séquence évolutive des bipèdes humains. Tout ceci devrait nous faire réfléchir concernant la présentation de l'évolution humaine dans les manuels scolaires d'introduction du sujet. Pourquoi est-ce qu'il y a des mensonges qui sont enseignés aux enfants? Pourquoi est-ce qu'on fait de la propagande, de l'endoctrinement? Parce qu'on ne veut pas que l'homme soit fait à l'image de Dieu. On ne veut pas reconnaître le Créateur qui nous a fait. Dans Romains chapitre 1, ça dit « Ayant connu Dieu, ils ne lui ont pas rendu grâce. Ils ne l'ont pas reconnu comme leur Créateur, mais se vantant, Romains 1, 20 à 22, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. » Puis en fait, au verset 23, ça dit qu'ils ont adoré la créature plutôt que le Créateur. Puis si Dieu m'a créé, je vais rendre compte à mon Créateur. C'est lui mon propriétaire, c'est lui mon maître. Puis un jour, je vais être inexcusable devant lui. Et les gens ne veulent pas entendre ça, ils détourneront l'oreille de la vérité. Mais donc, Lucie et les chimpanzés, quand on regarde Lucie finalement à la lumière des constatations des autres ossements d'Australopithèque, alors là, on peut vraiment l'enlever de la lignée humaine puis commencer à la voir comme une autre sorte de chimpanzé. Peut-être pas des chimpanzés comme on connaît aujourd'hui, mais très similaires aux chimpanzés qu'on connaît aujourd'hui. Vous savez, il y a beaucoup, un auteur a dit que 95% des espèces d'animaux terrestres sont disparues. On parle des extinctions de sortes d'animaux, là. La plupart des animaux qu'il y avait lors de la création originale n'existent plus aujourd'hui. On n'en a plus d'exemplaires sur la Terre. Donc, de trouver des petits singes, des petits chimpanzés qui étaient différents, il n'y a aucun problème. Il y en a plein d'animaux qui étaient différents, qui n'existent plus aujourd'hui. La première impression donnée par tous ces crânes des différentes populations d'Australopithèques est celle d'une créature distinctement liée aux chimpanzés. Le profil du singe de l'Australopithèque est si prononcé que son image peut être superposée sur celle d'une femelle chimpanzé avec une ressemblance remarquable. Prenez les ossements d'une chimpanzé femelle, mettez-la là, prenez une image de l'Australopithèque, puis mettez ça par-dessus. C'est presque exactement la même chose. C'était juste une sorte de chimpanzé qu'on a pu aujourd'hui. La conclusion concernant Lucie. Lucie semble avoir été une promotion, plus une promotion, pour convaincre le public que les fossiles de Johansen, qui était un paléontologue qui était parti pour chercher des chaînons manquants, étaient plus importants que ceux de Richard Leakey. C'était une grosse compétition entre ces deux hommes-là et les organismes qui les représentaient plus tard. Plutôt qu'une tentative pour présenter une évaluation équilibrée de la paléontologie actuelle. On a poussé cela pour dire, écoute, oui, c'en est un chaînon manquant, même si les paléontologues disaient, pas vraiment. Mais les gens voulaient avoir la gloire, la célébrité, voulaient recevoir de tout l'honneur de l'homme d'avoir trouvé un de ses ancêtres. Mais comment la théorie de l'évolution est un obstacle bien souvent à une saine critique de la science? Puisqu'on a déjà des idées fixes dans notre esprit, constamment on voit qu'on ne recherche pas plus loin. On ne cherche pas à connaître plus d'informations, mais on reste vraiment attaché à cela. Vous n'avez pas plus de notes, parce que ça, c'est juste du supplémentaire. Puis aujourd'hui, j'ai couru pas mal pour réussir à tout préparer pour ce soir. J'ai dit, cette partie-là, je veux juste leur dire, mais l'exemple de Lucie nous démontre comment est-ce que la théorie elle-même, avec ses lunettes fumées, peut nous empêcher de voir clairement
puis de dire clairement la réalité. Concernant l'anatomie de Lucie, les anatomistes Jack Stern et Randall Sussman ont décrit les mains et les pieds de Lucie grâce aux autres fossiles parce qu'il y avait juste des petits ossements. On ne les avait pas, ses mains et ses pieds. Mais les autres fossiles qui étaient comme elle, on a pu déduire que, comme étant ses mains et ses pieds auraient dû être longs et courbés, typiquement ceux des singes grimpeurs d'arbres. Donc, c'était une petite chimpanzé. C'est ce qu'on a vu avec les autres qu'on a pu trouver. Un autre auteur dit, Menton, qui est un expert, cite des sources évolutives qui démontrent que les créatures de cette espèce avaient les mains et les pieds qui n'étaient pas comme les mains et les pieds des humains. Hein, vous vous souvenez de l'image qu'on en avait faite là, dans le musée, je pense, le musée de Chicago, et on voyait là, ces pieds comme des pieds d'humains, et c'est pas ça du tout qu'on a trouvé, ça ressemble pas du tout à cela. Comme les mains et les pieds des humains, plutôt, ils avaient de longs doigts et des orteils courbés, encore plus similaires aux singes d'aujourd'hui, qui vivent surtout dans les arbres. Quel beau pied tu as, chère Lucie. C'est pas du tout cela qu'on retrouve chez les australopithèques. C'est trompeur. Peut-être que le fait qu'on ne connaît pas l'anatomie des singes, on voit nos pieds, puis il n'y a pas de problème qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'Évangile, mais on voit nos pieds, puis on sait comment ils sont, mais on ne réalise pas que les espèces comme les chimpanzés, les singes, les orang-outans, les gorilles, n'ont pas du tout des pieds comme nous. Vous savez, on a des caractéristiques, les êtres humains, qui sont très particuliers. Juste notre pouce. Oui, les chimpanzés, bien sûr, ils ont des pouces similaires, mais ils n'ont pas les pouces avec les mêmes fonctions que nous. Puis nos mains sont extraordinaires. Dans le psaume 139, au verset 14, David dit à Dieu, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont remarquables. Je ne prends pas la gloire pour moi, je suis juste ta créature. Tes œuvres sont remarquables et mon âme le reconnaît bien. » Et nous sommes une créature extraordinaire. Et on peut taper sur un clavier, on peut manier un petit enfant, on peut aller faire notre épicerie, on peut conduire notre voiture, on peut serrer quelqu'un dans nos bras. Il y a toutes sortes d'affaires qu'on peut faire en tant qu'être humain. Ben oui, qui sont vraiment extraordinaires. Je vous donne un petit test. D'après vous, quelle de ces deux empreintes-là est une empreinte d'humain? C'est très difficile. Ça se voit comme un œil nu. Oui, ça se voit comme un œil nu, mais vous savez, c'est exactement ça qui fait la caractéristique des Voyez-vous humains. la flèche rouge, là, c'est là où c'est le plus chatouilleux. On voilà, bien évidemment. Mais ce qui est triste, puis on va voir ça comme un empêchement à bien étudier ce que le monde nous montre autour de nous, c'est ce qui est triste, c'est qu'on a découvert dans les couches d'à peu près vieilles de 3,5 millions d'années, on a découvert des empreintes. Savez-vous ce que les scientifiques ont fait? Ils ont dit 3,5 millions d'années. L'être humain n'était plus là à cette époque-là. Ah, ça devait être une petite Lucie, avec des beaux petits pieds comme on a vu dans le musée. Et au lieu d'arriver à la conclusion, non, l'être humain était là à cette époque-là. C'est lui qui a marché dans ces couches-là, puis ensuite, on a mis ça sur le dos de Lucie, une australopithèque qui avait des pieds totalement comme un chimpanzé. Mais ça, c'est un exemple d'un empêchement de bien pouvoir étudier les choses à cause de nos idées. Les empreintes en Tanzanie, qui ont été découvertes en 1978 à Laetoli, en Tanzanie. Et là, on a testé la Terre, puis on a relevé des couches, puis finalement, on a trouvé ces empreintes-là. On a testé la Terre, puis on a évalué la Terre à 3,5 millions d'années. Et ces empreintes-là, on regarde ça, qui aurait pu faire ces empreintes-là? Est-ce qu'une petite Lucie aurait pu faire ça? Pas du tout. Mais c'est la conclusion. Le pied humain a sa caractéristique, puis le pied d'un singe, d'un chimpanzé a sa caractéristique, puis le pied qu'on voit là n'est pas du tout similaire à celui que Lucie aurait eu. Bien loin de cela.
des empreintes d'humains. Les empreintes non érodées démontrent un style morphologique complet comme perçu dans un humain moderne. Ça, c'est un homme qui était, il dit, je les ai vus, là. Il dit, voyons donc, pourquoi est-ce qu'on ne reconnaît pas? Pardon? J'ai dit, ça n'a pas l'air complet. Là. Mais toute la forme est correcte, mais c'est des... On ne voit pas tout à fait si... Oui, parce que là, on est de loin, là. On est de loin. Mais quand on l'examine de près, c'est exactement la même chose, la même morphologie. On ne peut les distinguer de celles d'un homo sapiens habituel, d'un être humain habituel. On retrouve un talon moderne, bien formé, avec un arc prononcé. Là, on le voit peut-être un petit peu dans la roche, parce que le fossile, c'est que c'était de la boue quand ça s'est fait. Puis là, à un moment donné, ça a été enterré, puis ça a fossilisé, puis ça est devenu dur. Nous, on a vu des arbres fossilisés, une forêt d'arbres fossilisés, c'est très impressionnant. On cogne sur l'arbre, puis c'est dur comme une roche. Puis ça a toute la texture d'une roche. Ce qui arrive, c'est que quand c'est enfoui, avec l'effet de la chaleur et de la pression, les minéraux originaux sortent et sont remplacés par les minéraux des roches autour, qui viennent pousser, comme par exemple dans les ossements, qui font sortir les minéraux originaux pour remplacer ça par des minéraux caractéristiques aux roches. C'est ça le processus de la fossilisation. C'est très, très particulier. Donc, on était assis sur des troncs d'arbres, là, que il n'y avait pas question de faire un trou là-dedans, c'était dur, dur comme de la roche. Mais là, on voit un peu les caractéristiques. On voit le gros orteil qui est aligné, c'est-à-dire qui est droit. On voit l'arc qui est prononcé en dessous, le talon moderne. Donc, on retrouve un talon moderne bien formé avec un arc prononcé et une bonne balle du pied au devant. J'aurais aimé ça que Shani soit là ce soir pour m'expliquer ça parce que je l'ai traduit en anglais. Mais en anglais, ça dit « a ball of the foot ». Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, la caractéristique là, en dessous du pied en avant. Le gros orteil est enligné droitement. Il ne sort pas comme un singe. Le rejet des preuves. Qui a fait ces empreintes? Puis là, en parlant de Lucie, c'est le terme technique, est le suspect le plus probable parce qu'il était le seul hominien dont les restants furent découverts à Laetoli. Puis c'est vrai qu'ils ont découvert certains des squelettes des Australopithèques. Donc, Lucie est le seul hominien à avoir vécu en Afrique de l'Est à l'époque de la création de ces marques. Oui, si tu gardes à l'esprit tes pensées évolutives, si tu ne veux pas reconnaître que ce n'est pas du tout les traces qu'un fossile comme Lucie aurait pu faire. Surtout qu'il n'y avait même pas le pied de Lucie. Donc, c'est de faire une fabrication, puis dire « Ah, ça, c'est les empreintes de Lucie. » Attends, originalement, c'était une fable. Puis là, tu prends ta femme, puis tu la mets vérité, puis tu conclus le passé avec ta femme. Oui, parce qu'à l'époque de cet écrit-là, effectivement, on avait trouvé d'autres Australopithèques comme Lucie. Puis là, on avait ses ossements de pied. On pouvait voir que c'était vraiment un chimpanzé. Donc, de dire, ben Lucie, je l'ai vue là, dans le musée. Puis j'ai vu ses petits pieds, là. C'est exactement comme nous. Donc, c'est elle qui vivait à cette époque-là. Mais c'est totalement une femme. Dans les manuels scolaires, une autre découverte importante fut celle d'empreintes d'un groupe d'animaux bipèdes. Elle révèle des pieds petits très similaires aux humains, sans orteils opposés comme les singes parce qu'ils s'étaient déjà rendus des bipèdes. Nos ancêtres ou la parenté proche marchaient déjà il y a 1,5 million d'années, peu après avoir quitté la lignée des chimpanzés. Donc, on présente ça comme un fait dans les livres de scientifiques, dans les livres, les manuels scolaires de sciences. Les jambes de Lucie indiquent qu'elle devait marcher se tenant droit. Elle mesurait environ 1 mètre 3 pieds. Non, ses jambes, ses fémurs et tout disent qu'elle ne pouvait marcher droite, mais on le présente comme ça dans les manuels scolaires. Un autre exemple, il y a environ 3,7 millions d'années, quelques bipèdes, c'est-à-dire ceux qui se tiennent droit, d'animaux humains. Ah, nouvelle expression, des animaux humains. De l'espèce de l'Australopithecus afarensis ont laissé des empreintes dans la poussière volcanique humide de ce qui est maintenant la Tanzanie de l'Afrique de l'Est.
Donc, on nous dit bien que c'est une petite Lucie qui a fait ça. Mais il n'y a aucune preuve pour ça. Une erreur de reconstruction sérieuse est d'aligner le gros orteil de Lucie avec les petits orteils, comme un pied humain. L'anatomiste Dr. Charles Oxnard a démontré que le gros orteil sortait actuellement comme les chimpanzés. Nécessairement, il ne pouvait pas le dire sur Lucie, mais il a comparé les autres Lucies pour dire que toutes les Lucies devaient être pareilles. Donc, il n'y a aucune preuve pour ça. Mais le rejet des preuves. Le professeur Betsy Schumann, qui est en charge de l'exposition où on a vu la Lucie dans la vitrine, là. On a vu tout là, comment est-ce qu'il l'avait fait avec ses beaux pieds. Une experte évolutionniste, admis que les pieds de la statue ne sont probablement pas exacts. Oui, c'est vrai avec les nouvelles découvertes, c'est probablement pas exact. Mais lorsqu'on lui demanda de le changer dans son exposition, elle a répondu « Absolument pas. Pas question de toucher à cette maquette-là puis lui mettre des pieds de chimpanzé. Ça va tout changer l'effet qu'on veut. » Et donc, c'est pas la vérité qui est le plus important, c'est la propagande qui est le plus important. Vous savez, le mot scientifique, ça veut dire celui qui recherche la vérité venant du monde qui nous entoure. Celui qui est supposé d'être objectif. Puis à travers l'histoire, les scientifiques croyaient qu'ils allaient rendre compte à Dieu pour la manière qu'ils décrivaient la création de Dieu. Puis des gens comme Isaac Newton craignaient de dire des choses avec des idées préconçues, puis disaient on va regarder tous les faits pour arriver à des conclusions, puis influencer les gens, nécessairement pour rendre gloire à Dieu selon la création qu'il a fait. Mais ça aujourd'hui, là, c'est pas important du tout, du tout. Puis on regarde juste des choses, on choisit les choses qu'on veut bien regarder. En d'autres mots, il n'est pas important si les gens sont endoctrinés dans l'évolution par des preuves fausses fabriquées par l'homme. Elle a dit, c'est peut-être faux, mais c'est pas grave, on va le laisser comme ça. L'évolution et l'objectivité. L'approche darwiniste a constamment été de trouver des fossiles comme preuve afin de les présenter dans la défense de l'évolution et ensuite d'ignorer tous les problèmes. Lui, c'est un spécialiste que j'ai cité à quelques reprises, c'est un professeur en loi pour former des avocats et des juges. C'est un spécialiste en ça. Il dit, à chaque fois que je me tourne vers la question du darwinisme et de l'évolution, il dit, j'en reviens pas, leur logique ne fonctionne pas. Ils sont malhonnêtes. J'ai commandé un livre cette semaine, ça s'appelle « Convaincus par les preuves ». C'est 3000 scientifiques qui font dans ce livre-là un résumé de leur expérience prouvant qu'ils n'ont pas été élevés dans la foi. Ils n'ont pas été influencés par la Bible du tout. Ils ne connaissaient même pas la Bible. Mais à un moment donné, à l'université, alors qu'ils regardaient les scientifiques, ils regardaient comment est-ce qu'ils trafiquaient les preuves, puis comment est-ce qu'ils affectaient la façon de voir des gens quand ce n'était pas légitime, ces gens-là, à un moment donné, ont été tellement scandalisés qu'ils ont dit, ça se pourrait-tu que l'autre modèle, le créationniste, soit plus objectif? Puis en regardant les faits de la science, ça les a portés à se tourner vers la Bible. Puis beaucoup de ces 3000 individus-là sont devenus des chrétiens évangéliques à cause des faits scientifiques. Mais plusieurs sont juifs, plusieurs sont musulmans, mais encore là, en regardant les faits, puis en regardant les manigances de l'homme qui ne veulent pas être honnêtes, ils veulent ignorer les problèmes qui sont liés avec ces faits-là. En fait, ils veulent les censurer. Il est évident que les évolutionnistes craignent l'information créationniste. Hey, ils n'aiment pas ça, là, que quelqu'un prenne le temps de quelques semaines là, pour expliquer ces faits-là, pour briser là, le moule, pour changer la perspective des gens. Ils n'aiment pas ça qui est répandu malgré leurs efforts de censure. Ils sont si désespérés de contrer cette information, mais leurs efforts ne peuvent éliminer la critique scientifique, ne peuvent éliminer le fait qu'il y a des gens qui sont assez objectif pour voir à travers ça. La science et l'évolution, pour avoir un modèle des origines qui est crédible, il est important que toutes les preuves soient examinées. Cela ne se fait pas dans l'évolutionnisme. Pourquoi? Peut-être pour faire la promotion de l'évolution plutôt que de la vraie science. La science qui est objective.
Donc, ce soir, je voulais qu'on puisse regarder ça, terminer cela. Et Dieu voulant, la semaine prochaine, on va parler sur la question de l'astronomie. Et quand je suis arrivé avec un groupe de jeunes adolescents, on est allé au planétorium à Montréal. Dans ma jeunesse, je me souviens pas, peut-être que j'étais allé avec l'école, fort probablement, je m'en souvenais pas, mais là, j'arrive là en tant que chrétien avec ces jeunes-là, là, je regarde la présentation, puis toutes les constellations, puis j'étais ébloui par le firmament de Dieu. Mais ensuite, quand j'ai commencé à entendre ce qu'ils enseignaient réellement, puis comment est-ce qu'ils donnaient des dates aux étoiles, puis à l'évolution cosmique, bien sûr, là, je me disais, aïe, aïe, aïe. C'est pour ça que la Bible a dit, mais c'est tout prouvé, ces choses-là. Vous savez, l'astronomie et l'astrophysique, on va le voir, ce sont dans les domaines scientifiques les sciences les moins exactes. C'est rempli de fabrication. Ils ont toutes Même une dans contradiction. Dans juste notre histoire de notre pays, ou dans les provinces, même on prend l'exemple du Canada. C'est vrai ce qu'ils disent, que le conquérant, il écrit bien ce qu'il veut. Oui, tu sais. oui. C'est comme des années après, tu t'aperçois que, mettons, dans ton histoire, où est-ce qu'ils t'enseignent à l'école? Comparé à ce que tu peux lire des historiens, là, tu découvres des affaires sur tes ancêtres, puis qu'est-ce que c'était passé, tout ça. Je n'ai jamais vu ça dans le livre d'école. C'est ça qui devrait te dire que ce soit quoi. Le travail, les efforts, qu'est-ce qui s'est passé réellement. Puis une des raisons qu'on va voir pourquoi l'astronomie, ce n'est pas une science exacte, c'est qu'on n'est pas en mesure d'amener le cosmos dans un laboratoire. On aimerait bien aller saisir une étoile, puis l'amener sur la Terre, puis la mettre dans un laboratoire. On aimerait bien pouvoir examiner les choses du cosmos. C'est tout simplement impossible. Alors, il faut faire des théories, et malheureusement, les théories sont teintées par nos idées préconçues. On va parler de plusieurs choses qui sont totalement frauduleuses.